tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous très bien. En tout cas moi je suis super contente de vous retrouver. Donc je vais vous présenter aujourd'hui les erreurs de débutants que font certains photographes en commençant, puisque on ne peut pas tout savoir bien sûr. Même moi j'ai fait ces erreurs là au début, c'est tout à fait normal. Faut pas que vous ayez peur, tout simplement je vais vous expliquer les erreurs que font les débutants. Et puis je vais vous dire en fait un moyen de les surmonter ou vous expliquer comment vous pouvez faire mieux, etc. Avant que la vidéo commence, je vous mets juste mon petit compte Instagram juste ici, n'hésitez pas à aller le checker, le lien est en barre d'infos, voilà, donc c'est là où il y a toutes mes photos que je fais. Donc sur ce compte Instagram, il y a vraiment toutes mes photos que j'ai faites. Pour l'instant, il n'y a que les photos de 2017-2018 puisque tout simplement, en fait, je n'ai pas encore eu le temps de photographier de modèles depuis la fin du confinement. Voilà, donc je suis désolée, mais voilà, donc c'est les photos de 2017-2018 retouchées de cette année. Donc vous pouvez quand même aller checker. Puis de toute façon, il y a toutes mes infos par rapport à la chaîne YouTube, par rapport à la photo. Donc allez voir, voilà, clairement. Donc on va commencer la vidéo tout de suite. Alors tout d'abord, je vais vous parler, est-ce qu'on travaille en manuel ou en automatique? La plupart des gens qui achètent un appareil photo travaillent tout le temps en automatique puisque tout simplement le mode automatique règle tout, c'est-à-dire la vitesse, les ISO et l'ouverture. Donc en fait vous n'avez clairement rien à faire à part appuyer sur clic pour prendre la photo, c'est tout. En étant photographe, c'est pas ça qu'on cherche. La plupart des gens quand ils commencent la photo, ils mettent automatiquement en mode automatique, mais je vous dirais de pas le faire en fait justement, et de vous habituer avec le mode manuel, qui est un mode où en fait vous gérez l'ouverture, la vitesse et les ISO comme vous le souhaitez, pour au final faire le rendu que vous voulez. Voilà, puisque en fait vous avez beaucoup de choix si vous voulez faire dans les sons, dans l'éclair, etc. Alors qu'avec l'automatique en fait ça va être juste la meilleure qualité de photo qu'il va pouvoir vous prendre. Il va vous mettre les réglages et ensuite la photo va être prise. Mais je trouve pas que c'est quelque chose d'intéressant, de toute façon aucun photographe n'utilise ça, même là à l'heure actuelle je suis en train de filmer, je filme en manuel pour vous dire, donc vraiment habituez-vous à ce mode. Il existe également d'autres modes, priorité de vitesse, priorité à l'ouverture que j'utilise beaucoup moins, donc ça je vais moins vous en parler. J'ai pas envie de dire bêtises parce que c'est vrai que ce mode là je les connais très peu, je travaille tout le temps en manuel donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais si vous voulez que je vous explique les différentes modes que peut avoir un appareil photo, ou bien encore avec quel matériel débuter, ou que je vous explique les ISO, la vitesse, dites-moi tout ça en commentaire. Alors la deuxième erreur que souvent les photographes font, c'est de shooter en JPEG. C'est une erreur que j'ai fait puisqu'au tout début en fait je savais pas que le format JPEG était un format de compression. Donc c'est à dire que vous n'avez pas toutes vos données dans votre photo puisque le format quand il va prendre la photo en fait il n'y a pas enregistré ce qu'il y a sur votre capteur. Ils vont en fait avoir des données en moins tout simplement, et c'est à dire que votre photo ne sera pas brute en fait, tout simplement ça sera une photo déjà modifiée en fait, déjà avec fait le post-traitement si on peut dire ça. Alors que si vous mettez vos photos en RAW, c'est un format brut, donc il n'enlève rien du tout. Vous gardez exactement la même image que vous avez vue sur votre capteur, et ça c'est top puisque là pour le coup vous avez la version de base de votre photo que vous pouvez après modifier par la suite en post-traitement si vous le souhaitez, mais en tout cas vous avez toutes les données sur votre photo. Par contre à savoir, vu que le format JPEG est un format compressé, il est beaucoup moins lourd que le format RAW. Le format RAW contient toutes les données donc forcément il va être 10 fois plus lourd. Après à vous de choisir ce que vous souhaitez ou non. Maintenant c'est vrai que je shoot en RAW. Donc si vous voulez par exemple shooter en RAW pour après faire un post-traitement sur la photo via Lightroom ou Photoshop, il faut vous dire que dans tous les cas, la taille en fait que prend cette photo va réduire avec le post-traitement forcément, puisqu'après vous allez le passer en JPEG ou en tout ce que vous voulez, puisque vous l'aurez modifié tout simplement, donc il sera moins lourd. Si vous avez peur de garder des photos lourdes, c'est une version compressée après le post-traitement. N'oubliez pas. Donc vous inquiétez pas si le format est trop lourd et que vous n'arrivez pas à tout mettre d'un coup sur votre ordinateur, vous faites petit à petit avec le post-traitement et au fur et à mesure vous mettrez tout. La troisième erreur de débutant, qui est la plus fréquente je pense, c'est de mal cadrer ses photos. Ça tout le monde l'a fait, c'est par exemple prendre une photo du ciel et laisser les fils électriques. Également d'autres photos comme il y a des bâtiments inutiles ou des branches qui viennent cacher des choses. Ça on n'en veut pas, on veut que le sujet principal soit bien enfin pas centré justement, non il faut pas qu'il soit centré, il faut qu'il soit bien visible. Donc en fait ce qu'il va falloir faire dans un premier temps c'est respecter une base vraiment très simple. Donc c'est une des règles de photographie les plus basiques, c'est la règle des tiers. Vous avez la possibilité de mettre une grille sur votre écran d'appareil photo en fait pour pouvoir placer les objets, les zones où vous souhaitez au niveau des carrés. Il faut savoir que sur le carré central, en fait vous avez des points de force sur ce carré qui forment un Z, comme ceci. Sur ces points de force, il va falloir mettre l'élément en fait que vous choisissez. Donc vous allez
voir qu'en fait l'élément va pas être au centre mais va être légèrement décalé à droite, légèrement décalé à gauche, en haut, en bas, tout dépend où vous l'aurez mis sur votre point de force. Tout simplement puisque un personnage centré, c'est pas du tout esthétique, hein. Vous verrez jamais des grands photographes centrer leur personnage, à part s'ils veulent vraiment centrer que le regard par exemple, ou juste la tête, faire des gros plans, mais sinon généralement avec un environnement plutôt artistique ou plutôt nature, etc., on va avoir tendance à faire une composition avec justement le sujet principal. C'est pour ça qu'en fait on va le mettre sur une zone de force. Également, vous allez utiliser par exemple sur votre photo 2 tiers de nature et 1 tiers de personnage, ou l'inverse, 2 tiers de personnage, 1 tiers de nature. Également, quand je parle de mal cadrer une photo, je parle aussi du fond de la photo, dans le sens où par exemple quand vous prenez une photo avec un personnage à la mer en fait des fois vous allez voir sur votre photo, elle va pas être comme ça au fond mais elle va être comme ça. Faites bien attention à bien prendre tous les objets droits, c'est super important, vérifiez bien quand vous avez pris la photo, vous regardez votre photo, vous vérifiez si la photo elle est bonne, sinon vous la reprenez avec le bon cadrage. Ensuite, prochaine erreur, c'est souvent que les gens laissent un arrière-plan derrière la photo pas top. Le linge qui traîne, des paquets de chips, il y a des choses qu'il faut cacher, donc soit vous enlevez tout et vous trouvez un coin sympa dans votre chambre, dans votre appart, etc. Sinon vous pouvez également aller à l'extérieur, il y a des spots pas mal pour prendre des photos avec des bancs, des arbres, vous pouvez faire plein de trucs avec des choses très très simples. Ou sinon si vous voulez vraiment pas sortir et que vous voulez faire ça chez vous proprement, vous pouvez le faire coller un mur blanc, ou sinon si vous n'avez pas de mur blanc, mettre un drap accroché au mur. Alors la 5e erreur, on arrive bientôt à la fin, c'est la balance des blancs. Alors ça, j'ai eu énormément de mal à l'assimiler. Je sais pas pourquoi, pourtant c'est très simple, mais dans ma tête j'y pense pas du tout quand je vais prendre une photo. Du coup moi je règle mes ISO, ma vitesse, mais jamais la balance des blancs. Par chance, mes photos sont très très proches du réel quand je les prends, donc ma balance des blancs est globalement correcte puisque je la laisse tout le temps sur soleil, et quand je vais faire des photos il y a tout le temps un grand soleil, donc ça tombe bien. Donc je vais vous expliquer en fait la balance des blancs c'est quoi. C'est quand une photo est trop froide ou trop chaude, c'est à dire quand elle vire trop vers le jaune ou trop vers le bleu. Pour changer cette balance des blancs, soit vous pouvez la changer directement en accédant à la balance des blancs authentique si je puis dire, parce que en gros il y a des gens qui ont que des pré-réglages ou d'autres qui ont la balance des blancs et les pré-réglages, moi j'ai les deux. Vous pouvez aller dans la partie balance des blancs en fait tout simplement, et vous pouvez changer votre balance des blancs en allant plus vers le -1, +1 si je me souviens bien, hein, parce que moi je suis plus les pré-réglages que ça. Ou sinon vous avez plus simple en fait les pré-réglages que vous pouvez trouver dans votre appareil photo, où vous allez avoir par exemple un onglet soleil, un onglet nuageux. Si vous êtes sur un temps nuageux, vous allez mettre le pré-réglage nuageux tout simplement. Et 6e et dernière erreur, alors il y a pas mal de gens qui négligent le post-traitement, qui postent leurs photos naturelles comme ceci. Moi c'est pas ce que je vous conseille, puisque en fait avant je le faisais. J'ai eu cette expérience là donc je vous en parle. Avant je le faisais et j'ai remarqué qu'en fait quand j'ai commencé à utiliser le post-traitement, quand j'ai commencé à mieux m'en sortir, c'est une dinguerie. Vraiment, puisque vous avez un choix tellement énorme de possibilités. C'est comme je vous en parlais dans les 5 applications incontournables pour un photographe que je vous mettrai dans la barre d'infos. C'est que vous avez des possibilités de fou. Donc déjà dans un premier temps, si vous connaissez pas trop de logiciels de retouche, il y a Lightroom, Photoshop qui sont bien comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Du coup juste 11,99€ l'abonnement de 1 mois avec Lightroom et Photoshop sur ordinateur, c'est plutôt cool, c'est pas très cher, donc ça le fait. Donc quand vous allez mettre ces applications, vous allez les ouvrir dans un premier temps et vous allez sûrement regarder des vidéos YouTube en fait pour comprendre un peu mieux, puisqu'il faut savoir que Lightroom et Photoshop sont assez complexes. Si vous voulez retoucher une photo, je vous conseille plutôt de commencer sur Lightroom, puisque vous avez vraiment toutes les bases sur Lightroom, c'est-à-dire la luminosité, le contraste, la température, la saturation, vous avez vraiment les réglages de base, ce qui vous permettra en fait de vous familiariser plus avec la retouche photo et d'essayer déjà des trucs basiques en changeant juste la luminosité, les contrastes, etc. pour voir. Photoshop c'est vraiment plus pour changer les couleurs, pour changer les objets de place, pour enlever les boutons, etc. Et ça vraiment c'est beaucoup plus complexe à utiliser, donc je vous conseille de regarder des vidéos YouTube par rapport à ça. Donc voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. En tout cas moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde.